Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que tout est correct chez toi. Bienvenue sur Mice Opportunity. Ça fait encore plaisir de me retrouver avec vous dans cette nouvelle vidéo sur gérer ses finances. Si vous êtes déjà sur la chaîne, vous allez le constater que je m'intéresse beaucoup et je partage beaucoup de contenu sur tout ce qui est à savoir la gestion des finances sur les étudiants étrangers au Canada, surtout si vous êtes ici au Canada, parce que j'estime que beaucoup de personnes vivent des situations difficiles, passent des moments difficiles parce qu'ils manquent juste d'informations. Alors, si ce genre de contenu t'intéresse et que tu es là pour la première fois, je t'invite à t'abonner, active la cloche notification, partage aussi autour de toi. Si ton projet est d'arriver ici au Canada ou si tu y es déjà, voir dans quelle mesure tu peux implémenter les éléments que je vais te partager afin d'avoir une gestion efficace de tes finances. Alors, je te prie de bien rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que les éléments que je vais partager sont liés les uns aux autres. Et n'hésite pas de mettre pause sur la vidéo. Si tu as des questions, laisse-moi un commentaire. Vraiment, je me ferai le plaisir de te répondre. Alors, gérer ses finances, j'ai parlé des différents points ici. Le premier, il s'agit donc des sources de revenus. D'accord? Et le deuxième, c'est la scolarité. Ensuite, le logement. Et enfin, établir le budget que vous aurez. La gestion de vos ressources se fera de manière efficace si vous savez bien identifier les différentes sources de vos revenus et vous avez bien identifié les contraintes liées à votre scolarité, au logement. Ce sont des points qui sont très essentiels. Après, bien sûr, avoir un budget pour consolider le tout. Alors, par rapport aux sources de revenus, lorsque vous êtes étudiant, vous pouvez avoir diverses sources de revenus. Ça dépend de votre expérience, ça dépend de vos compétences. Déjà, le fait que vous soyez étudiant ici au Canada, vous avez la possibilité de travailler, avant, parce que j'enregistre la vidéo en 2024, nous sommes en février 2024, c'est-à-dire avant, la limite était à 20 heures. Mais depuis quelque temps, il y a une nouvelle loi qui est sortie comme quoi les étudiants pouvaient travailler plus de 20 heures. Donc, déjà, vous avez la possibilité avec votre permis d'études, quand vous arrivez ici, de travailler donc en entreprise ou encore de faire les stages. Donc, votre source de revenus, ça peut être un emploi. Votre source de revenus, ça peut aussi être les parents. Parce que vous êtes là, il y en a de ceux que les parents envoient l'argent chaque jour, chaque mois. Autant pour moi, ils leur envoient de l'argent. Ces sources, ces revenus-là, on les considère aussi comme des sources. Mais ça peut être aussi des investissements. Par exemple, si vous avez des actions, si vous avez des obligations, si vous avez acheté donc pour les actions, vous recevez des dividendes. Donc, si vous avez des fonds communs de placement, donc aussi donc qui vont performer, qui vont vous faire donc, qui vont vous générer donc un profit plus tard. Mais sinon aussi, vous pouvez aussi avoir des business en ligne, par exemple avoir une chaîne YouTube, avoir un compte TikTok, faire du e-commerce, le dropshipping, être sur Amazon FBA et ainsi de suite. Donc, dans le business en ligne, tous ces éléments-là que j'ai cités, il y en a tant d'autres, peuvent être aussi des sources de revenus. Mais également aussi, vous avez donc le crédit. Des crédits, par exemple, auprès des banques, si vous avez fait un crédit auprès de la banque, par exemple, et que chaque mois, la banque vous envoie de l'argent, c'est possible aussi parce que les personnes qui le font depuis leur pays d'origine, ils ont pris une convention pour venir faire les études ici et ils ont mis en garantie certains documents. Donc, chaque fin du mois, il y a de l'argent qui arrive ici. Cela aussi peut être fait aussi avec une entreprise. Par exemple, si vous travaillez dans une entreprise et vous avez voulu faire une formation pour venir ici au Canada pour étudier afin de retourner travailler dans cette entreprise-là, eh bien, ils vont vous faire comme un crédit également. Donc, ils vont payer votre scolarité, ils vont vous envoyer de l'argent, autant pour moi, dans votre compte, peut-être qui va vous servir donc à vous organiser ici. Donc,
Parmi les sources de revenus que je partage là, donc emploi, stage, emploi ou stage, hein, parents, investissement, business en ligne, crédit, vous devez identifier selon votre cas quelles sont les différentes sources de revenus que vous avez. Parce que c'est d'abord ça le plus important. Il y en a d'autres, ils ont qu'un seul, les parents. Les parents leur envoient l'argent. C'est bon, il n'y a pas de problème. C'est aussi une source de revenus en tant qu'étudiant dans votre contexte. Il y en a d'autres, ils en ont deux. Ça peut être emploi, stage, ou stage, parents. Il y en a d'autres, ça peut être trois. Emploi, parents, investissement. Donc, là, vraiment, ça va dépendre. Alors ici, j'ai présidé dans une entreprise au Canada, mais pour d'autres personnes, peut-être ça pourrait même être même pour un gouvernement. Si par exemple, ils sont dans la fonction publique, ils ont pris une mise à disposition pour venir faire une formation. D'autres personnes, dans certains États, même en Afrique, il y a des conventions comme ça qui sont faites. C'est-à-dire que pendant que vous êtes aux études pour une formation donnée, votre gouvernement, eh bien, continue encore à vous payer, peut-être pas le même salaire, mais un certain montant que vous allez recevoir donc chaque fin du mois pour vous permettre aussi donc à subvenir. Maintenant, quand c'est comme ça, il faut toujours voir la loi, la règle, comment ça se passe afin que vous puissiez bénéficier. Donc ça, dans les services, au niveau des emplois, ils peuvent toujours mieux vous renseigner. Mais là, vraiment, j'ai pris l'exemple, le contexte pour ceux qui sont ici au Canada. Donc, avoir une entreprise, travailler dans une entreprise, faire un stage dans une entreprise au Canada. D'accord? Donc, quand j'entends entreprise, j'entends même les entreprises qui font dans du commerce. En gros, du commerce en détail, je parle des services en informatique, en maintenance, le bâtiment, voilà, je parle de ça, en fait, quand je parle d'entreprise. Ok? Donc, une fois que vous avez listé, par exemple, pour vous, vos sources de revenus, on va passer à l'étape suivante. L'étape suivante, donc ici, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une simulation. Je suppose que moi, dans mon cas à moi, j'ai comme source de revenus ici, j'ai un emploi, j'ai les parents qui m'envoient l'argent et j'ai un business en ligne. D'accord? Et maintenant, par rapport à mes sources de revenus à moi, parce qu'on va travailler vraiment avec ce schéma-là, pour l'emploi, je reçois 1890 dollars par mois. Alors là, j'ai pris vraiment, j'ai vraiment pris comme salaire 15,75. Je suppose que la personne gagne 15,75 l'heure et qu'elle fait 30 heures par semaine. Donc, sur 4 semaines, vous aurez ce montant-là. Donc, mais vous allez voir, hein, vous pouvez gagner plus que ça dépend. Vous pouvez gagner 20 dollars, 23 dollars, 25 dollars. Mais vu que le salaire minimum passera d'ici là à 15,75, j'avais considéré ça à 15,75 parce que pour l'instant, il est encore à 15,25. Ok? Donc, on suppose que les parents vous envoient par mois 800 dollars. D'accord? Et on suppose aussi que vos business en ligne vous rapportent 500 dollars par mois. Donc, ce qui vous fait un total de 3190 dollars que vous recevez donc par mois dans ce contexte-là. Donc, par rapport à vos sources de revenus, vous pouvez toutefois réajuster. Donc, avec les montants exacts que vous recevez. Comme je l'ai dit, évidemment, vous pouvez avoir une seule source de revenus, c'est pas grave. Deux sources, c'est pas grave, en tout cas, en fonction de votre profil. Maintenant, pour mieux gérer vos finances, vous aurez besoin de connaître des règles qui sont très importantes. Alors, mais avant, on va d'abord parler des scolarités. La scolarité, je l'ai mis parce que c'est très important. N'oubliez pas que vous êtes là pour étudier, donc forcément, vous devez voir le volet scolarité. Alors, le volet scolarité, il faut savoir, est-ce que votre scolarité est payée par un parent, ou vos parents, ou bien un tuteur? Donc, est-ce que votre scolarité est payée par une bourse du gouvernement ou une autre bourse? Est-ce que votre scolarité est payée par une entreprise? Est-ce que votre scolarité, c'est vous-même qui la payez ou bien c'est un crédit en banque, par exemple? Donc, ces points-là sont très importants pour vous permettre à mieux faire votre budget, à mieux développer. Parce que pour ceux qui ont des parents, par exemple, pour ceux qui ont des parents qui ont une bourse, qui ont une entreprise, alors ces personnes-là, par exemple, dans leur budget, étant donné que cet argent-là ne sort pas par eux-mêmes, c'est-à-dire que ne sort pas d'eux-mêmes, eh bien, on va considérer que c'est les parents qui payent directement la scolarité. Donc, dans vos états de finances, en fait, ça n'impacte pas vos finances parce que l'argent ne sort pas directement de vos poches. J'espère que vous arrivez à me comprendre.
Ok. Maintenant, par vous-même, là, vous serez obligé dans votre budget bien de l'inclure. Ça sera très important si c'est vous-même qui payez. Mais dans ce cas-là, si c'est une entreprise qui paye, maintenant, il faut voir les conditions. Si les conditions dit que l'entreprise se charge de tout, c'est-à-dire que c'est l'entreprise qui paye tout, vous n'aurez rien à payer. Dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin d'écrire ça dans votre budget. L'argent n'arrive même pas dans votre compte parce que ça va directement auprès de l'université. Vous pourrez peut-être le noter dans un autre, dans votre journal peut-être, juste pour le notifier, mais dans votre budget, il n'aura aucun impact en fait. Mais si c'est vous-même, là, vous aurez forcément besoin. Si c'est le crédit aussi, vous devez toutefois voir les conditions de crédit donc qui s'appliquent pour que vous puissiez réserver une ligne par rapport à ça. Donc, après ça, nous avons quoi? Nous avons le logement. Le même principe que nous avons donc avec la scolarité, où il faut voir vraiment ce qui en est pour le logement, c'est la même chose. Le logement, alors, qui va payer le logement? Est-ce que c'est les parents qui vont payer votre logement? Est-ce que c'est une bourse? Est-ce que c'est votre entreprise? Est-ce que c'est vous-même? Est-ce que c'est un crédit? Alors, les parents, il peut avoir deux manières. Soit les parents vous envoient l'argent pour payer votre logement, ça fait un. Soit vous avez des parents ici au Canada, simplement donc qui vous hébergent. On va dire ça comme ça. La bourse, vous pouvez aussi avoir des bourses. Il y a des bourses où tout est compris, c'est-à-dire le logement aussi est compris. Il y a des bourses comme ça. Hein. Le logement est compris, la scolarité est compris. Donc, ça veut dire que vous ne payez même pas le logement. Ça, c'est la bourse qui se charge de ça. Vous avez aussi les entreprises aussi qui vous envoient et qui paient aussi votre logement. Alors, pour les entreprises, là, ça va dépendre donc du type de contrat, de convention que vous avez fait. Ça dépendra peut-être donc, est-ce qu'ils vont d'abord verser l'argent sur votre compte et après vous allez vous trouver votre maison parce que ça arrive comme ça. Il y a parfois des entreprises, ils vous envoient l'argent sur votre compte, ils estiment en fait un prix de logement qui peut aller avec vous, ils vous envoient l'argent, vous prenez l'argent, vous payez votre maison comme il se doit. Donc, ils vous demandent même pas les factures, il suffit juste que vous puissiez présenter peut-être selon les conditions vraiment qui régissent votre contrat, présenter les relevés de réussite à vos différentes sessions. C'est ce que eux ils ont besoin parce qu'à la fin ils veulent que vous puissiez, voilà. Mais sinon, vous allez voir dans quel est-ce que vous êtes dans ce contexte-là pour mieux arranger donc votre budget. Si c'est vous-même aussi, c'est le cas que nous allons voir tout à l'heure là, lorsqu'on va défiler. Après, voir aussi un crédit. Parce que de même qu'il y a des conventions pour recevoir l'argent chaque fin du mois, il y a des conventions aussi de crédit aussi, par exemple, sur le logement. Est-ce que votre crédit que vous recevez, est-ce que vous avez reçu un crédit ou bien de façon mensuelle, il y a de l'argent que vous recevez? Parce que tout ça là, c'est possible si vous avez, par exemple, pris un crédit dans votre pays d'origine et vous avez, avant de quitter votre pays d'origine, vous avez créé un compte ici et vous avez automatisé, par exemple, un paiement mensuel. Donc, la banque va prélever sur le crédit que vous avez pris au niveau de la banque de l'argent qui va envoyer à chaque fois. Donc, dans votre compte ici au Canada, ça se fait aussi. Tout simplement, il faut juste voir les conditions qui s'y appliquent. Donc, après maintenant, ici, pour maintenant le budget que nous allons établir ici, nous aurons maintenant une règle. Cette règle, elle est très connue. Je crois que beaucoup de personnes la connaissent. Si vous la connaissez pas, vous allez la découvrir. La règle des 20, 30, 50. Très important. Lorsque vous aurez fait toute cette liste-là des éléments importants que j'ai parlé précédemment, qu'il s'agit donc de vos différents revenus, voir le logement, voir les frais de scolarité, là maintenant, vous devez maintenant établir votre budget sur cette règle-là, le 20, 30, 50. Ça veut dire quoi? Vous allez consacrer donc 20% de votre revenu à l'épargne, 30% pour les charges variables, donc les sorties et les loisirs, d'accord? Et 50% pour les charges fixes. Ça serait important pour vous de le faire. Ce sera important pour vous de le faire et vous allez voir le pourquoi. Donc après, dès que cette règle-là, elle est bien comprise, on va donc passer sur le principe de notre argent que nous avons. Vous allez voir ici, 50% par rapport à la somme que nous avions. Donc la somme que nous avions ici, je vais peut-être sortir de là, d'accord? Je vais considérer la somme que nous avons au départ. Au départ, nous on a dit que on a 3190 $ ici. C'est l'argent que nous avons. Donc maintenant, les 3190 là, on va consacrer donc 50% de cet argent là ici
Donc, ça va faire les charges fixes, ça va représenter un total de 1595. L'épargne qui va représenter 638. Les charges variables, donc ce que j'ai appelé les besoins, les loisirs qui vont représenter 957. Donc, alors la première des choses ici qui sera intéressante pour vous, toujours et toujours, sur ce principe-là, c'est d'abord de commencer par l'épargne. Quand vous avez votre argent, la première des choses, pensez d'abord à votre épargne. Les 20% doivent aller déjà systématiquement dans votre compte épargne. Parce que l'épargne, c'est ça qui fera en fait la différence entre vous et les autres. Vous comprenez? Parce que je vous ai déjà raconté au travers de plusieurs vidéos ici, beaucoup de personnes arrivent et ils ont tellement de problèmes parce qu'ils se retrouvent parfois, lorsque les situations ne marchent pas, ils ont un problème d'argent et tout ce qui va avec. Mais en tout cas, lorsque vous avez une épargne bien faite, bien constituée, vous pouvez facilement répondre, c'est-à-dire avoir comme une capacité financière différente de personnes qui n'épargnent pas. Donc maintenant l'épargne, comme on a fait le calcul. Donc quand on fera donc les 20%, on aura ce montant de 638. Maintenant pour l'épargne, vous pouvez le diviser en plusieurs grilles. Ça va dépendre maintenant de vous. Vous pouvez par exemple dire l'épargne 1 ici, c'est l'épargne pour investissement que vous allez préciser peut-être. L'épargne 2 ici, c'est peut-être votre épargne d'urgence au cas où vous avez un problème de cas de force majeure, ça peut arriver. Épargne 3 ici, peut-être pour votre logement si vous comptez acheter une maison. Épargne 4, c'est par exemple pour votre voiture. Si vous pensez que la voiture, le fait d'avoir une voiture sera vraiment quelque chose de très important pour vous, vous pouvez aussi également le faire. Donc vous avez ici donc les différences, vous pouvez en avoir 5, 6, hein, bien même 2, 3, ça dépend vraiment de vous. Mais là j'ai juste mis le montant pour vous laisser vous en fonction de vos objectifs financiers que vous voulez atteindre, parce que c'est ça ce qui est important. Lorsque vous voulez atteindre un objectif financier bien défini, vous avez une période bien définie, un objectif financier bien défini, vous savez ce que vous allez faire pour atteindre cet objectif-là, et bien là, vous pouvez répartir automatiquement donc ce que vous aurez. Donc, très important, très important, très capital. Maintenant, à part l'épargne, donc, ici, nous allons passer donc aux charges fixes. Les charges fixes, là, c'est la question qui est importante parce que ces charges-là, en réalité, ne vont pas du tout varier. Ça veut dire que la fin du mois, vous allez avoir à payer au minimum, c'est-à-dire ce montant de 1595 là. Ça sera pour vous, en fait, un minimum. Alors, ce qu'il vous faudra, c'est de voir le logement. Le logement, ici, dans notre cas, on a appris 638. Pourquoi on a appris 638? Parce que simplement, je suis parti sur une règle que votre logement ne doit pas dépasser les 20% de ce que vous gagnez. Donc, si vous regardez bien ici l'épargne, ici c'est 638, eh bien, le logement c'est 638, c'est-à-dire que il y a une certaine relation, on va dire, entre les deux. Mais alors, vous allez voir que cette somme-là que j'ai calculée en prenant aussi 20%, elle peut être discutable parce que là, ça va dépendre aussi de là où vous vivez, la ville où vous vivez, le coût. Donc, mais les personnes vous diront qu'il ne faudrait pas dépasser un tiers de vos revenus. Il y a des personnes qui se basent vraiment sur cette métrique-là pour savoir le logement. Eh bien, mon logement ne doit pas dépasser un tiers. Ça, c'est bien aussi si vous le faites. Donc, vous allez voir par rapport à votre calcul, le 1 tiers vous fait combien. Mais l'idéal, en tant qu'étudiant, moi, je vous le recommande. Pourquoi? Parce que vous êtes seul. Vous n'avez peut-être pas d'enfant là où vous êtes. Vous n'avez peut-être pas de femme. Je crois que avec 638 $ aujourd'hui, si vous vous trouvez vraiment dans des endroits qui sont quand même où les revenus sont abordables, vous pouvez trouver un logement à ce prix-là. Raison pour laquelle moi je recommande toujours les personnes, je les recommande fortement avant de faire leur projet d'études, de savoir la ville où ils vont partir. Pas besoin d'être dans des grandes métropoles, dans Montréal, je sais pas, Toronto. C'est pas encore, si vous n'avez pas encore l'argent pour, ne soyez pas là. Allez dans des villes qui sont reculées. Allez dans des endroits qui sont où la vie est moins chère afin de vous permettre en tout cas à diminuer vos charges. Ça c'est très important pour vous. Sinon, eh bien, vous aurez des difficultés. Donc, je parlais là donc du logement. 638, on l'a considéré par rapport à cet argent-là. L'épicerie, ce qu'on appelle par l'épicerie, c'est-à-dire c'est
comment je peux dire ça, les courses que tu fais pour manger, quoi. Voilà, ton manger de façon mensuelle. Tu as 426 ici. Alors, j'ai mis à 426 là. J'ai fait une estimation. Vous pouvez mettre plus, vous pouvez mettre moins. Ça va dépendre des autres grilles ici. Mais en tout cas, moi, j'ai pris ça parce que j'estime quand même que tu dois quand même bien manger. Mais pour les personnes qui sont résistantes, qui peuvent diminuer ça, ça va dépendre. Sur le téléphone, j'ai considéré 70. Alors, dans ma logique, je vais dans une logique où vous n'avez pas pris un téléphone à crédit. Parce qu'il faut le savoir quand tu es étudiant, d'ailleurs même pas étudiant, quand tu travailles et que ta cote de crédit elle est bonne ici, tu as la possibilité d'aller prendre un téléphone que tu vas payer sur une période, ça peut être 1 an, 2 ans. Généralement, ils vont vous charger les frais de téléphone, donc les frais d'abonnement, de votre abonnement, plus les frais de téléphone. Donc il y a des personnes qui se retrouvent à payer 150 dollars par mois, 200 dollars par mois. Mais vous allez voir en réalité ces 200 dollars là, il a un forfait de base qu'il paye, plus l'argent de téléphone qu'il a pris en crédit. Mais moi là vraiment, je vous conseille toujours, si vous avez un téléphone simple que vous avez ramené de l'Afrique, un téléphone simple que vous avez, prenez ce téléphone là, voilà, utilisez-le. Le plus important c'est allô, allô. À moins que vous puissiez avoir des objectifs derrière tout ça, ou bien si vous pensez que cela est bon pour vous, voilà, vous prenez votre téléphone. En tout cas, c'est à vous de voir ce qui est mieux pour vous. Donc, après, vous avez le transport. Normalement, lorsque vous êtes un étudiant, il y a des conventions qui existent entre les sociétés de transport et les universités. Généralement, même de toutes les façons, quand on est étudiant, on a droit à des forfaits. Et par moyenne, là, je pense que j'ai un peu exagéré, mais je crois que c'est ça parce que, en moyenne, vous pouvez payer, on va dire, 60 dollars par mois. Généralement, c'est des frais qu'on paye par semestre, hein. Nécessairement, lorsque vous êtes inscrit à un programme, vous les payez par semestre. Mais, donc, c'est vrai que vous allez payer peut-être une fois l'argent pour 4 mois, mais ça vous reviendra exactement à 60 dollars en moyenne par mois. Donc, vous avez ici soins de santé. Déjà, si votre scolarité est payée, il faut le savoir que en tant qu'étudiant étranger, vous devez payer l'assurance. C'est déjà obligé, on vous demande déjà de payer ça. Donc, normalement, vous n'aurez pas besoin de sortir votre argent. Mais, je dis encore mais, il y a des personnes qui ont des antécédents de santé, il y a des personnes qui tombent souvent malades, je comprends, ça peut arriver. L'idéal, c'est de toujours réserver cette grille-là dans votre budget, c'est toujours important. Même si ce mois-là, vous ne tombez pas malade, le mois prochain, même si dans 6 mois, vous ne tombez pas malade, c'est pas grave. Cet argent-là, laissez-le accumuler sur cette grille-là. Le jour que vous allez tomber malade, je ne vous le souhaite pas. Mais le jour où ça arrivera, ça vous permettra au moins d'aller déjà acheter vos médicaments avant de compter donc sur un quelconque remboursement de l'assurance. Ensuite, vous avez aussi ici l'assurance. Donc, alors là, j'ai encore inclus ici assurance ici parce que pour d'autres personnes, peut-être qu'ils ont besoin d'assurance auprès donc de leur logement, et ils peuvent prendre l'assurance peut-être sur leur téléphone, ils peuvent prendre l'assurance peut-être même sur leurs soins de santé, mais quand même, j'ai considéré quand même cette grille-là que je trouve très importante et très nécessaire à mettre quand même. Donc, voilà un peu les différents points que j'ai listés dans les charges fixes qui sont très importants lorsque vous êtes étudiant, qui doivent être là. Après, ça, vous avez donc les charges variables, là où il y a des loisirs et tout ça là. Vous avez ici là, les restaurants. Bien sûr, vous pouvez aller au McDo, hein, on vous interdit pas ça. Acheter une pizza, acheter quelque chose qui vous plaît pour manger, ouais, ça peut toutefois arriver. Donc, à part l'argent que vous avez chaque fin du mois, eh bien, vous avez encore l'argent ici pour le restaurant. Maintenant, ici, vous avez formation. Très, très capitale. Pour moi, je pense que ça doit être là et ça doit être toujours mentionné, la formation. Je parle de la formation sur le point de vue développer encore des compétences. Ça peut être suivre une formation, je sais pas moi, pour se lancer sur Internet, une formation de développement personnel, acheter des livres, je sais pas, assister à des conférences, des choses comme ça. Voilà, et cette grille-là doit toujours être là, à mon avis. Après, vous avez les loisirs qui sont là. Moi, je les ai utilisés à 150 dollars. Vous avez les voyages parce que vous pouvez vous faire aussi ce plaisir-là. Déjà là, vous voyez que si vous mettez 150 dollars de voyage, au bout de 10 mois, vous avez 1500 dollars de voyage. Vous pouvez vous permettre peut-être un voyage si vous êtes
au Québec, aller peut-être en Ontario, aller peut-être en Saskatchewan, aller peut-être au New Brunswick, pourquoi pas visiter, aller peut-être au Brésil, aller en Colombie, en France, ça va dépendre vraiment. Voilà, vous pouvez vous permettre ça. Après, maintenant, pour des personnes qui sont des chrétiens, il y a la dîme que j'ai mis ici, que j'ai considéré comme charge variable. Donc, voilà comment j'ai établi, en fait, j'ai fait une proposition en tout cas de ce qui peut vous aider dans ce sens-là. Maintenant ici, ça va dépendre. Si vous n'avez pas les mêmes revenus, parce que là j'ai vraiment pris un type où les personnes ont des grands revenus, je suis déjà sûr que beaucoup diront que ils n'ont pas ici par exemple des business en ligne, d'accord? Ils n'ont pas des business en ligne, donc ils n'ont pas cette somme-là. Ils n'ont pas cette somme-là. C'est cette somme-là de 3000 et quelques. C'est vrai. Alors là, ce que vous allez faire, c'est juste, vous allez revoir en fait ici le coût de votre logement. Si le logement sera toujours ce prix-là, par exemple, vous allez voir, est-ce que c'est pas l'épicerie que je vais diminuer? Est-ce que c'est pas au niveau des assurances? Peut-être que l'assurance, dans votre cas, vous en aurez plus besoin. Est-ce que c'est peut-être ici, restaurant, je dois supprimer ça, étant donné que j'ai déjà là-bas l'épicerie. Est-ce que au niveau donc de loisirs, je vais peut-être enlever ça, j'ai pas besoin de loisirs, je ne vais pas sortir, je vais prendre cet argent-là par exemple. Voilà, c'est ce que vous pouvez faire. Maintenant, si vous êtes assez à l'aise, vous pouvez revoir même cette métrique-là sur les 20% de l'épargne. Si vous êtes capable, vous pouvez même faire les 30% là représentent votre épargne et les sorties loisirs, vous les ramenez à 20%. Là maintenant, ça va vraiment dépendre de votre capacité vraiment à pouvoir épargner. Donc voilà les éléments que j'avais à partager. J'espère que cela vous a aidé, va vous aider. N'hésitez surtout pas de laisser un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, posez des questions. Ça fait toujours plaisir de développer sur des sujets qui sont très capitaux comme ceci. Et on se dit à très bientôt dans une autre vidéo sur Nice Opportunity. Merci.